Dans la première leçon de notre cours, nous avions introduit un certain nombre de notations liées au Rubik's Cube. Le point de départ était le cube dans sa position résolue et nous avions numéroté toutes les petites facettes du cube d'une façon qui est standard, comme ici. Ensuite, nous avons considéré un exemple de mouvement du Rubik's Cube, à savoir celui où la tranche du haut était tournée d'un quart de tour. Les chiffres se retrouvent alors bousculés et leurs nouvelles positions précises sont celles indiquées ici sur le dessin. Un schéma qui était utile de faire était alors de superposer ces deux cubes en un seul cube gris, où sur chaque facette étaient inscrits deux nombres. Un nombre noir qui indiquait la position dans l'espace et qui ne dépend donc pas de la situation particulière considérée, et un chiffre bleu qui indique notre position du jeu. On avait associé à cela une permutation, où dans la première ligne, on avait écrit tous les chiffres bleus dans l'ordre, et en dessous, les chiffres noirs qui se retrouvent dans la même case. Par exemple, le 1 bleu se retrouve dans la même case que le 3 noir, le 2 bleu avec le 5 noir et le 3 bleu avec le 8 noir. Dans la deuxième leçon de notre cours, nous avions commencé à penser aux permutations comme à quelque chose de dynamique, qui envoie un nombre sur un autre nombre qu'on a appelé son image par la permutation. Et nous avons appris à tracer le diagramme en tresse d'une permutation qui se résume à mettre une flèche entre un nombre et son image. Donc ici, il y aura une flèche du 1 vers le 3, du 2 vers le 5, etc. Maintenant, on va tracer ces flèches directement sur le cube. Alors pour l'instant, je vais oublier un petit peu les chiffres bleus qui sont sur le cube et je vais me concentrer sur les chiffres noirs. Alors, si je me rapporte à la permutation à droite, je vois qu'il y a en dessous du 1 le 3. Je vais donc tracer une flèche qui va du 1 noir sur le 3 noir sur le cube. Alors on peut quand même se rappeler que quand on a fait les diagrammes en tresse, on avait deux méthodes qui étaient équivalentes de faire le dessin, qui donnaient donc le même résultat. Et de la même manière, ici on a deux façons différentes de placer les flèches sur le cube. En l'occurrence, cette flèche, on peut y penser comme allant du 1 noir vers le 1 bleu. Vous voyez, elle indique les deux positions successives occupées par le chiffre 1 avant et après le mouvement. Alors pour continuer mon dessin, ça va être légèrement plus rapide de faire comme ça. Donc je vais maintenant placer une flèche du 3 noir vers le 3 bleu. Je vais continuer de la même manière. Maintenant, le 3 bleu est dans la même case que le 8 noir. Je vais donc placer une flèche qui va du 8 noir vers le 8 bleu. Et pour finir, je vais suivre les mouvements du 6, puisque le 8 bleu est dans la case du 6 noir et le 6 a glissé comme ça vers cette position-là. De la même manière, il y a bien d'autres flèches qu'on pourrait mettre sur le cube. Alors si on en met trop, ça devient un petit peu fouillis et on ne voit plus grand-chose. Donc là, par exemple, on vous en montre 4 de plus, mais le dessin est moins lisible, donc on va les enlever. Pour résumer ce qu'on vient de faire, si on place les flèches du diagramme en tresse directement sur le cube, on obtient un nouveau type de diagramme. Il offre une nouvelle intuition de la dynamique de la permutation et elle est parfois meilleure. Par ailleurs, ça va nous aider à comprendre le lien qui existe entre la composition des permutations, qu'on a vu dans la dernière leçon, et le fait de jouer au Rubik's Cube en faisant des mouvements successifs. Appelons B cette permutation que Pierre vient de nous rappeler. On va maintenant s'amuser à calculer A fois B, où A est une permutation obtenue avec une certaine autre position du Rubik's Cube. Prenons donc une position un peu plus compliquée du Rubik's Cube, par exemple celle-ci. Alors, il faut d'abord retrouver tous nos petits numéros. Donc commençons avec le coin devant ici, il y a une facette rouge, verte, violette rattachées tous au même coin. Cette position arrive une seule fois dans la position de départ. Et donc on peut être sûr que sur la facette rouge ici, il y a le numéro 19. Sur la verte, il y a le 25 et sur la violette, il y a le 8. On retrouve tous les autres chiffres de la même manière. Maintenant, il faut faire la même chose que tout à l'heure. On va superposer ce cube avec la position initiale pour obtenir un cube gris. Nous pouvons maintenant calculer la permutation associée à cette position du jeu. Je vais en tracer un tout petit bout seulement, à savoir les images des chiffres 23, 24, 25. Donc on voit que le 23 bleu ici est dans la même case que le 20 noir. Le 24 bleu est dans la même case que le 1 noir et le 25 bleu est dans la même case que le 8 noir. Qu'est-ce qui se passe maintenant si nous faisons tourner la tranche de haut du cube d'un quart de tour comme tout à l'heure, mais à partir de cette position-là du jeu? Je vais tracer les petites flèches oranges de tout à l'heure sur le même cube. Laissez tracer des mémoires là. Et on se demande qu'est-ce qui arrive au chiffre 24 après ce mouvement.
On voit bien que la flèche orange nous dit que le 24 va arriver dans la case du 3. Et cela correspond exactement à la composition des permutations. Si j'appelle A cette permutation-ci et B celle de tout à l'heure, alors la composition A fois B, elle va d'abord envoyer le 24 sur le 1 par la permutation A, et puis la permutation B envoie le 1 sur le 3. Donc la permutation AB envoie le 24 sur le 3. Cela nous permet de faire l'observation suivante. Si on a une permutation A qui correspond à une certaine position du Rubik's Cube, et qu'à cette position on y arrive en faisant un certain nombre de mouvements M1, etc. jusqu'à MK dans l'ordre, et ensuite on prend une autre permutation B qui correspond à une autre position du cube, et qu'à celle-là on arrive en faisant M1' jusqu'à ML', alors la permutation qui s'obtient en faisant A fois B correspond en fait à la position du jeu qu'on obtient en faisant les mouvements M1, etc. jusqu'à MK, suivi de M1', etc. jusqu'à ML'. Cette observation paraît tellement évidente qu'on pense qu'il s'agit d'une trivialité, mais en fait, je vous rappelle qu'au moment où nous avions associé une permutation à une position du Rubik's Cube, il y avait deux choix. On aurait pu mettre les chiffres bleus en haut ou en bas. Et si on avait fait le mauvais choix de mettre les chiffres bleus en bas, eh bien cette observation-ci ne serait pas satisfaite. Dans notre cours, on veut vous apprendre pas seulement à résoudre le Rubik's Cube, mais en fait tous les jeux de puzzle qui se ramènent à des permutations. Et si vous modélisez un tel jeu, il faut absolument veiller à ce que cette observation-ci soit satisfaite, sinon vous n'allez pas pouvoir analyser et résoudre le jeu. Le petit diagramme qu'on vient de faire sur le Rubik's Cube en traçant des flèches, il s'avérait bien utile et on va avoir envie de généraliser. Donc maintenant, je vais vous apprendre à tracer ce qu'on appelle le diagramme de Schreier d'une permutation, ou parfois on dira le graphe de Schreier d'une permutation indifféremment. Donc j'en prends une au hasard, par exemple voilà, celle-ci. Pour faire le graphe de Schreier, la première chose, c'est d'écrire les nombres de 1 à 7 une fois et une seule dans le plan. Donc c'est déjà différent du diagramme en tresse où on écrivait les nombres deux fois. La règle pour tracer le graphe de Schreier, c'est essentiellement celle qu'on a déjà utilisée sur le cube. On va placer une flèche entre chaque nombre et son image par la permutation. Donc le 1 s'en va sur le 4, donc on place cette flèche ici. Le 2 s'en va sur le 7, on place une flèche comme ça. Ensuite, le 3 sur le 1. Le 4 va s'envoyer sur le 5, puis le 5 sur le 3 comme ça. Ensuite, le 6 a une flèche qui va vers le 2 et le 7 vers le 6. Donc ça, c'est un diagramme de Schreier correctement tracé. Alors, ce n'est pas le plus joli possible parce qu'on a des croisements entre les flèches, vous voyez ici, et on aurait pu très facilement les éviter. Alors, en ayant fait cette première expérience, on va le retracer une deuxième fois, on va effacer ce premier dessin. Alors, la façon dont on va procéder maintenant, ça va être de placer chaque chiffre, par exemple le 1, puis son image, voilà, le 4. Le 4 s'envoie sur le 5, donc ensuite on fait une flèche vers le 5 comme ça. Le 5 sur le 3. Et enfin, le 3 est envoyé sur le 1 et la première boucle est bouclée. Une fois que ça c'est fait, on s'écarte un petit peu, on se place à droite et on va prendre le premier chiffre qui n'a pas été cité. Donc si je regarde le 2, il n'est pas encore apparu dans ma boucle. Donc je vais repartir avec le 2 et comme le 2 s'envoie sur le 7, je vais commencer avec une flèche comme ça qui part du 2 et qui va sur le 7. Ensuite le 7 est envoyé sur le 6, on fait une flèche de nouveau. Et enfin, on termine le diagramme avec la flèche du 6 vers le 2. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc je prends de nouveau une permutation, voilà, sur 7 chiffres. Et je procède de la même manière avec la même règle. Donc je commence par le fait que le 1 s'envoie sur le 6. Donc je vais commencer par placer le chiffre 1. Ensuite le 6 avec une flèche qui les relie. Le 6 s'envoie sur le 7. Donc je continue comme ça, et le 7 revient vers le 1. Et voilà une première boucle. Ensuite, le 2 n'apparaissait pas là-dedans, on va reprendre avec le 2 et une flèche vers le 3. Lui-même est envoyé sur le 4. Et enfin, on revient vers le 2. Là, on est dans une situation un tout petit peu différente de la précédente, parce que le 5 est resté tout seul. Mais on ne se démonte pas, on applique la règle. On va placer le chiffre 5 quelque part dans le plan, et on va faire une flèche qui va du 5 au 5. Et donc, il y a une simple boucle avec un seul élément dedans, de cette façon. Sur nos deux exemples, le graphe de Schreier s'est avéré être une réunion de boucles.
Donc il est assez simple, il y a des boucles comme ça disjointes les unes des autres. Et ce n'est pas un hasard, c'est en fait un théorème qu'on peut énoncer maintenant. Le diagramme de Schreier d'une permutation, c'est une réunion de boucles disjointes qu'on appelle les orbites de la permutation. Victoria va vous en faire la démonstration. Bon, d'abord, analysons ce qui se passe autour d'un point. Donc, soit x un certain nombre entre 1 et n. Et disons, on regarde une permutation A. Donc, si on essaye de tracer son graphe de Schreier, il va y avoir une flèche et une seule qui sort de x et elle va sur l'image de x par la permutation A. Donc, x puissance A. De la même manière, il va y avoir une seule flèche qui pointe vers x. Et le nombre qui est au départ de cette flèche, je vous laisse réfléchir, c'est en fait l'image de x par la permutation inverse de A. Maintenant, traçons le diagramme de Schreier complet de notre permutation. Bon, on va commencer avec un certain point x1 qui va sur un certain x2. Disons, on continue encore sur x3 et puis x4. Mais comme au total, on regarde qu'un nombre fini de chiffres de 1 jusqu'à n, eh bien, à un moment donné, il va y avoir une flèche qui pointe vers un des nombres déjà cités. Donc, supposons que dans cet exemple, il y a le x4 qui va pointer vers le x2. Mais là, nous voyons deux flèches qui pointent vers x2, ce qui est en fait en contradiction avec notre analyse locale qui dit qu'à chaque fois, il y a une flèche et une seule qui pointent vers un nombre donné. Donc, on va effacer notre petite flèche. La seule manière de ne pas arriver à ce même paradoxe est que notre flèche repointe vers x1. Donc, nous sommes sûrs que notre graphe de Schreier contient une première boucle. Et ensuite, avec notre règle, on continue à tracer une deuxième boucle, une troisième, etc. Et nous avons démontré le théorème. Je peux maintenant vous montrer le graphe de Schreier complet de la permutation qu'on obtient en faisant tourner une face du Rubik's Cube d'un quart de tour. La voici. Donc vous devez reconnaître ici cette première boucle, c'est celle que j'avais tracée directement sur le cube. Et vous voyez qu'il y en a 5 déjà sur mon dessin. Alors c'est un petit exercice amusant que je vous laisse, que d'aller repérer sur le cube ces 4 autres. À vrai dire, le diagramme n'est pas encore tout à fait complet. Vous voyez bien qu'il n'y a pas tous les nombres de 1 à 48 sur mon dessin. Et j'avais fait tout simplement l'abus très courant de ne pas mettre les orbites qui contiennent un seul élément. Là, vous avez le diagramme qui est tout à fait complet et c'est vrai que c'est un petit peu plus confus, donc très souvent, on ne placera pas ces orbites isolées. Un autre exemple qu'on peut faire, c'est celui de cette permutation R qu'on avait rencontrée quand on avait étudié les numérotations de voitures dans les TGV. Si on trace le graphe de Schreier, on obtient la chose suivante. Vous voyez ici également 5 orbites, 5 boucles qui sont de longueur 4. Et donc le diagramme de Schreier nous permet de repérer une similarité entre cette permutation et celle d'avant, qui n'était pas du tout évidente. Les situations de départ entre le Rubik's Cube et les TGV sont très différentes, mais la théorie nous permet de repérer des analogies.